Bonjour Monsieur François Romont, merci de nous accorder quelques minutes. Nous sommes actuellement dans l'environnement de l'Aletti pour cette interview au sujet de votre père, Monsieur Gabriel Romont. Est-ce que vous pouvez nous décrire une courte biographie de Monsieur Gabriel Romont, sachant qu'on va en parler plus en détail juste après? Bien sûr, alors c'est assez simple, il est tout simplement officier d'actif, c'est un polytechnicien, à l'époque les polytechniciens faisaient l'armée, il a choisi l'arme des transmissions, qu'on appelait à l'époque sapeur-télégraphiste, parce qu'elle faisait partie de l'arme du génie. Il suit sa carrière d'officier des transmissions, il est mobilisé donc le 2 septembre 1939, il est à ce moment-là capitaine, et il est mobilisé au grand quartier général du commandant en chef, le général Gamelin. Et donc il va passer tous les combats au grand quartier général jusqu'à la signature de l'armistice de juin 40. 6 jours après, le 22 juin 40, le capitaine Romont est nommé chef du GUER. Qu'est-ce que le GUER? Alors il est nommé chef du GER effectivement juste après l'armistice. Il a été créé en plein combat. Et il a été créé trop tard. Il a été créé par le général Gamelin, donc commandant en chef, rattaché au grand quartier général où se trouvait le capitaine Romont. C'est le commandant Marty qui dirige ce groupement d'unités d'écoute et de radiovolumétrie pendant les combats. Et c'est une création qui est trop tardive parce que ça a été créé donc le 25 mai. Et comme vous le savez, déjà depuis le 11 mai, et puis le 18 mai, les panzers de Guderian avaient déjà percé les lignes françaises. Il était bien tard pour que le général en chef et le général commandant sur le front nord-est, c'est-à-dire le général Georges, disposent d'unités d'écoute et de radiogoniométrie capables de lui donner des renseignements sur les mouvements de l'armée allemande, capables d'intercepter par écoute radio les messages du haut commandement allemand. Suite à ça, il y a la création du GCR Oui. avec le centre principal qui est basé à Haute-Rive. Oui. Ce GUER est appelé à disparaître parce que les conventions d'armistice prévoient évidemment que l'armée française doit être réduite à une fonction de maintien de l'ordre et qu'en particulier tout ce qui est renseignement militaire, qui était bien l'objet du GUER, doit disparaître. Et donc, le capitaine Romont, qui est donc chef du GUER, mais qui sait que ça doit disparaître, fait une proposition, il fait un projet, il rédige un projet, et ce projet consiste à réunir tous les moyens d'écoute et de radiogoniométrie de l'armée française, battue donc c'est-à-dire le GUER qu'il dirige, lui, le capitaine Romont, mon père, mais aussi les services d'écoute et de radiogoniométrie qui font partie des services radioélectriques du territoire, et de les réunir et de les placer dans les PTT. Alors il soumet ce projet, le capitaine Romont, au général Végon, général en chef battu mais devenu le ministre de la Défense nationale du gouvernement de Pétain, après l'armistice. Le général Végon trouve que c'est une très bonne idée et il arrive à faire admettre à l'occupant allemand la création de ce nouvel organisme qui réunit donc le GUER de l'ex-Grand Quartier Général et les services d'écoute de l'armée française, services radioélectriques du territoire. Et c'est cette réunion de tous ces organismes d'écoute et de radiogoniométrie qui est l'origine du groupement des contrôles radioélectriques dont la direction générale se trouve au ministère de la Défense nationale, c'est-à-dire ici même, Hôtel Thermal, devenu l'Hôtel Aletti, mais dont le centre principal, dirigé donc par mon père, Gabriel Romont, est à Haute-Rive. En octobre 1942, le commandant Romont rejoint dès sa création le NAP des PTT. Qu'est-ce que le NAP? Le NAP, ça veut dire Noyautage de l'administration publique. C'est une initiative du mouvement Combat, qui est le mouvement le plus important de la résistance en zone sud, qui a démarré tout de suite avec Freinet. Et c'est une initiative de M. Plaisantin, qui était au ministère des Affaires étrangères, ici à Vichy, de réunir au sein de Combat tous ceux qui étaient
membre de ce mouvement de résistance combat, mais qui était en poste dans l'administration publique, et donc qu'on a appelé le noyautage de l'administration publique. Donc là, il s'agit vraiment de double jeu, c'est-à-dire il s'agit de fonctionnaires, ou de militaires d'ailleurs, qui restent en poste dans ce qu'on peut appeler l'État français, dans les rouages de l'État français bien sûr, mais qui secrètement mènent une action pour la résistance, et en particulier de renseignement. Le réseau Alliance a été créé dès 40 sous une autre forme, mais disons dès 41. C'est Loustono Laco, puis Marie-Madeleine Fourcade. Et le réseau Alliance sera l'un des plus importants en nombre des réseaux de renseignement de la résistance. Et le réseau Alliance a cette particularité qu'il a toujours travaillé uniquement avec l'intelligence service britannique et jamais avec la France libre. Et donc ce réseau existe dès 1941, grandit assez vite et mène une action de renseignement très importante. Alors, mon père, lui, il crée des centrales clandestines, non pas à l'intérieur du réseau Alliance, mais à l'intérieur de NAP, dont je vous ai parlé, et de SuperNAP. Alors là, c'est carrément la clandestinité. On peut appeler ça une appendice clandestine du groupement des contrôles radioélectriques qui continue à exister comme entité officielle de l'État français. Donc en fait, tout ce qu'il fait, c'est de recruter des radios volontaires, qui étaient des opérateurs radio du GCR, et de les faire entrer dans la clandestinité, mais vraiment dans la clandestinité, à tel point d'ailleurs que, comme vous le savez, on avait deux sortes d'agents des réseaux de résistance. Il y a les agents qu'on appelle P1, qui sont des agents occasionnels, c'est-à-dire qui continuent à avoir un métier de couverture et secrètement ils font de la résistance, mais aussi des agents P2, qui sont carrément des résistants professionnels, si on peut dire, qui sont même rémunérés pour ça. Et donc ces centrales, créées par mon père, il y en a 5, il y en a 2 à Paris, 2 dans la région parisienne et une au Vigan dans le Gard. Et donc il recrute des volontaires radio du GCR pour entrer dans ces centrales clandestines. Par la suite, ces centrales, NAP demande à mon père de les réunir et il forme le STN, Service des transmissions nationales. Donc c'est formé de ces 5 centrales et, alors ça je n'ai pas toutes les informations, mais apparemment c'est une initiative de mon père, Gabriel Romont, d'intégrer ces centrales dans le réseau Alliance. On passe au 12 décembre 1943. Il s'agit de la date de l'arrestation de votre père. Oui. Comment est-ce que ça se passe? C'est sur dénonciation et j'en ai eu donc la preuve, c'est public, puisqu'il y a eu un jugement qui a été prononcé à la Libération par le tribunal qui a été fait pour ça, de l'Allier, en 1946. Donc Max Garrigue-Perrière, son nom est public, l'arrêté est public, était un radio du GCR d'Autrive et il est passé à la milice de Vichy. Et c'est à la milice de Vichy qu'il a dénoncé, et c'est public, c'est dans l'instruction de son procès à la Libération. Il a dénoncé le commandant Romand, donc commandant à Autrive, et 2 de ses capitaines, le capitaine Martinat et le capitaine Girard, comme étant des résistants. Le régime de Vichy appelait ça des terroristes. Et qu'ils ont reçu d'ailleurs une lettre, dont j'ai la copie, qui les menaçait de mort si un milicien était tué. Et donc, à la Libération, ce Max Garrigue-Perrière a été arrêté, a été jugé en bonne et due forme, et il a été condamné à 20 ans de travaux forcés, expressément pour avoir dénoncé le commandant Romont et les capitaines Martinat et Girard. Ceux qui ont été rescapés, en particulier Martinat et Girard, ils ont été rescapés parce qu'ils ont été prévenus par ma mère de l'arrestation de mon père et ils se sont enfuis à temps. Ils ont témoigné contre Garrigue-Perrière à la Libération et ils ont bien expliqué que c'était lui qui avait dénoncé, puisque mon père a été confronté en prison à Max Garrigue-Perrière. Et la dénonciation, c'était recrute, et c'était malheureusement vrai, recrute des opérateurs radio pour la résistance. Et donc c'est parce qu'il est Alliance qu'il est déporté en Allemagne. C'est-à-dire qu'il est arrêté sur place, d'abord à Vichy, ensuite Moulins. De là, il va comme tous les résistants à Fresnes. Bon. Et à Fresnes, c'est là qu'il est interrogé par le SD, le service de sécurité du Reich, rue des Saussaies, de triste mémoire, et par l'AST, le service de renseignement de la Wehrmacht, au 82 avenue Foch, de triste mémoire également.
Et c'est là qu'il est convaincu d'être membre d'Alliance. Et là, il ne suit plus le même circuit de répression que ses camarades transmetteurs arrêtés eux aussi. Eux, ils vont à Compiègne, et de là, ils sont déportés. Mais lui, il va directement en Allemagne parce qu'il est membre d'Alliance, et que le réseau Alliance était dans le collimateur, on peut le dire, de Hitler, qui leur avait appliqué la loi Nacht und Nebel, nuit et brouillard, on ne doit rien savoir de ceux qui sont arrêtés. Donc ils vont directement en Allemagne pour être jugés par le tribunal de guerre allemand. Et donc il arrive, c'est Strasbourg qui est annexé à l'Allemagne. Il est interrogé par l'AST, donc le service de renseignement de la Wehrmacht à Strasbourg. Il doit être jugé par le tribunal de guerre allemand qui est à Freiburg im Breisgau. Donc il suit le chemin. Il va d'abord à la prison de Kehl, qui est de l'autre côté de Strasbourg. Ensuite, il est à la prison de Freiburg im Breisgau. Il attend son jugement. Il est jugé le 15 juin 1944, évidemment condamné à mort. C'était écrit par avance, et fusillé à Heilbronn, qui est pas très loin de Freiburg im Breisgau, qui est dans la région de Stuttgart, le 21 août 1944. Mais l'ensemble de ces transmetteurs, qui se connaissaient tous, ils étaient tous polytechniciens, tous diplômés de la même section de radioélectricité de l'école supérieure d'électricité. Ils avaient servi ensemble avant la guerre dans les mêmes bureaux d'état-major, dans les mêmes services techniques de transmission ou dans les mêmes unités de sapeurs télégraphistes. Ils se connaissaient tous, ils se sont répartis le travail. Le plus âgé, le plus haut en grade, c'était donc Paul Labat, et lui, Paul Labat, c'était un savant. Et donc, ils ont travaillé à l'utilisation de la radio, qui était quelque chose de nouveau, les ondes électromagnétiques. Paul Labat a écrit un livre savant avant la guerre sur les ondes électromagnétiques. Il a en particulier essayé d'installer des radars en France avec les Anglais. Les Anglais étaient en avance dans le domaine des radars, et il a été trop tard parce que Paul Labat n'a pas pu installer ses radars avant que la guerre n'éclate et la défaite de juin 40 des armées françaises. C'était donc trop tard. Mais ils ont quand même continué à travailler donc secrètement pendant l'occupation pour maintenir la technologie française des télécommunications. Et tout ça c'est lié. Parce que, en fait, la raison pour laquelle ces transmetteurs se sont engagés dans la résistance dès le lendemain de l'armistice, alors c'est pas les seuls, mais eux, en tout cas, c'est essentiellement parce qu'ils étaient humiliés, comme tous les soldats de l'armée française, mais aussi frustrés, parce qu'ils étaient sur le point d'aboutir dans leur recherche technique au radar, à des radios qui auraient pu être utilisées, et ils n'ont pas été écoutés. Les chefs de l'armée française ne savaient même pas ce que c'était que la radio, alors que la Wehrmacht avait préparé cette offensive de mouvement qui nécessitait la radio. Il fallait que la radio permette de communiquer très rapidement entre des chars ou des avions en mouvement, alors que l'armée française, qui elle avait suivi une stratégie de stabilité, la ligne Maginot, défensive, ne voyait pas très bien l'intérêt d'avoir des radios. Voilà. Les chars français, à cette époque, communiquaient avec des fanions, vous imaginez. À la fin de la guerre, eh bien, grâce justement au travail de ces résistants transmetteurs, qui ont continué à développer des nouveaux équipements secrètement, puisque c'était interdit par l'occupant allemand, et ont permis à la libération, à l'industrie technologique des télécommunications françaises de renaître rapidement, et en particulier, c'est eux qui sont à l'origine du Centre national des études des télécommunications, qui est le CNET, qui est le plus gros centre de R&D, de recherche et développement des télécommunications, et qui est actuellement le centre de recherche et développement de France Télécom. Il y a eu également Enigma qui a été utilisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce moyen ? Oui, tout à fait. Ça a été une surprise pour moi, et c'est très intéressant parce que c'est peu connu. Donc Enigma, on sait ce que c'est. Enigma, c'est très connu en tant que tel, mais ce qui n'est pas connu du tout, c'est la contribution des transmetteurs au déchiffrage d'Enigma. Alors pourquoi ? Alors, ça démarre avec le service de renseignement français, c'est le capitaine Gustave Bertrand, qui réussit une opération extraordinaire. Il arrive à prendre on appelle ça un honorable correspondant allemand, en fait, c'est un agent double, qui contre argent fournit à
Gustave Bertrand, juste avant la guerre, les documents qui permettent de décrypter Enigma, qui devaient permettre de décrypter Enigma. Mais les Français n'y arrivent pas. Et alors Gustave Bertrand a une initiative extraordinaire, il communique ces documents à ses amis du chiffre, c'est-à-dire du décryptage de l'armée, polonais. Et eux, ils y arrivent. Ils font appel à des mathématiciens, et ils arrivent à décrypter Enigma. La Pologne est envahie, d'ailleurs la raison de l'entrée en guerre de la France, en 1939, et ces Polonais arrivent à se sauver de Pologne avec tout leur matériel et tous leurs documents, et ils rejoignent la France. Ils sont embauchés à ce moment-là par Gustave Bertrand au grand quartier général dont on a parlé tout à l'heure, pendant les combats, et pendant tous les combats, de septembre 1939 à juin 1940, à l'armistice de juin 1940, ils arrivent à décrypter, avec les Français, les messages allemands cryptés Enigma pendant la durée des combats. Arrive donc l'armistice, et bien Gustave Bertrand, il fait exactement comme Gabriel Rommont, Paul Labatte, Marianne Lesky, il crée un centre clandestin à Uzès, dans le Gard, qu'on appelle le PC Cadix, et il a emmené avec lui ses cryptanalystes polonais, et pendant toute l'occupation, jusqu'à novembre 1942, il est en zone libre, mais bon, il est camouflé, il n'a en tout cas pas été découvert par les Allemands, il n'a pas été dénoncé, et il a continué à décrypter des messages, mais quels messages? Ceux qu'interceptaient les résistants du GCR de mon père à Autreuil. Donc quand ils interceptaient par radio des messages allemands cryptés Enigma, ils ne savaient pas les décrypter, mais ils les communiquaient à ce PC Bruno, qui lui les décryptait et les transmettait à l'Intelligence Service britannique à Londres. Alors après la guerre, il y a eu un film très intéressant, très connu, comment ça s'appelle, Imitation Game, avec Alan Turing. Donc les Anglais, évidemment, ce sont eux qui, à Bletchley Park, ont décrypté Enigma pendant toute la durée de la guerre, avec des moyens gigantesques. Il y avait 11 000 personnes qui travaillaient à Bletchley Park. Voilà. Et au début, les Anglais n'ont pas dit qu'ils avaient commencé grâce à qui? Eh bien, grâce à Gustave Bertrand, grâce aux documents qui lui avaient été procurés, grâce aux Polonais. Alors après, c'est évidemment eux qui ont fait tout le travail, mais eux, ils étaient dans un pays libre, et ils avaient tous les moyens. Churchill leur avait donné des moyens gigantesques, et ça a été extraordinaire, puisque les historiens disent que grâce à Enigma, que les Allemands n'ont jamais réussi à savoir qu'ils avaient été cassés, ce qui est quand même extraordinaire. Ça veut dire que pendant toute la durée de la guerre, les Alliés ont pu écouter les messages stratégiques allemands, du moment qu'ils arrivaient à les intercepter, crypter Enigma, et les Allemands étaient persuadés que leur message n'était pas décrypté. Ben, il l'était. Mais qu'est-ce qui était crypté? C'était les messages stratégiques, c'était le haut commandement allemand. Quand les Allemands décidaient d'envoyer un U-boat à tel endroit, c'était crypté Enigma. Eh bien, les Anglais arrivaient à le décrypter. Pendant l'occupation jusqu'à novembre 1942, alors à novembre 1942 c'est plus possible puisque la zone sud est envahie, et Gustave Bertrand est obligé de fuir, mais il a réussi à fuir, il a été à Alger, il a réussi à fuir en effaçant toute trace, donc les Allemands n'ont jamais su, ils ont cru que leur machine était tellement bien faite qu'elle était inviolable. Eh bien, elle a été violée depuis le début de la guerre par les Français et les Polonais. Et ensuite, ce sont les Anglais qui ont pris le relais. Merci une nouvelle fois de nous avoir reçus et de nous avoir expliqué en détail le rôle décisif de votre père, le commandant Gabriel Rommont, qui est ensuite devenu lieutenant-colonel Rommont. À titre posthume, reconnaissance de la nation.